Bonjour à toutes et à tous et ravi de vous retrouver dans Parole d'expert. Parole d'expert revient sur tous les réseaux sociaux et n'hésitez pas à réagir sur l'ensemble de nos comptes. Vos avis comptent, vos questions comptent et on fera en sorte d'y répondre le mieux possible. Vous connaissez le principe de l'émission, des experts qui viennent sur le plateau pour essayer de vous expliquer, de décrypter ce qui se passe dans l'actualité sur différents sujets. L'immobilier, un secteur qui obnubile les concitoyens marocains. Est-ce que nous avons toujours le même comportement vis-à-vis de l'immobilier, vis-à-vis de l'achat ? Covid est passé par là. Le secteur est-il vraiment en crise ? L'immobilier ne se portait pas si bien que ça avant la période Covid. Comment Comment est-ce que cela se passe aujourd'hui ? Les prix se sont-ils tassés ? Ont-ils augmenté ? L'offre est-elle en train également de se transformer ? Spécial immobilier dans Parole d'expert. Pour parler de la pierre, aujourd'hui, je reçois deux experts en la matière. D'un côté, loi, maître Faisal Benjeloun, notaire à Casablanca. Bonjour maître. Bonjour. Je suis obligé de vous appeler Merci. maître ? Ah non, tu peux m'appeler par mon prénom. On pourra se tutoyer, ça va être plus simple. Se tutoyer. Voilà. En plus, on a le même prénom, donc ça va très bien. Jawed Ziyed, président de Injaz Holding, spécialisé dans le conseil, développement immobilier, le développement immobilier. C'est intéressant d'avoir ce point de vue parce que ça permet d'avoir une vue un peu plus large de toute l'offre finalement, parce que l'offre est extrêmement importante. On en a beaucoup parlé pendant des années. Est-ce que l'offre est adaptée sur tous les segments, que ce soit sur le social, le moyen, le haut standing ? On va essayer aujourd'hui de naviguer à travers ces différents sujets qui concernent l'immobilier. Je vais commencer par une question toute simple. On est aujourd'hui après l'ouverture des frontières. On a passé 2 ans très compliqués pour l'ensemble des secteurs économiques marocains. Est-ce que, au niveau de l'immobilier, est-ce que ça reprend ? Alors, c'est intéressant d'avoir vos deux visions parce que Maître Benjeloun voit passer les actes, alors que ça soit dans le neuf ou dans la deuxième main, dans le récent ou dans l'ancien. Et là, au niveau du neuf également, de votre côté, est-ce que ça reprend ? Est-ce qu'on sent une reprise ou pas ? Moi, je pense, merci d'abord Faisal pour l'invitation. Ça fait plaisir de débattre avec Maître Faisal Benjeloun. En ce qui concerne, disons, les projets que nous connaissons et les discussions qu'on a pu avoir avec les différents promoteurs, l'année 2021 a été une année de rattrapage. Il faut savoir qu'en 2020, avec le confinement, avec les effets induits du Covid, on a eu un ralentissement des transactions, on peut aisément le comprendre. 2021 a quand même été une année de rattrapage où on a revu un niveau de transaction. Alors bien entendu, nous ne sommes pas encore aux belles années, mais en tout cas un niveau de transaction tout à fait valable et tout à fait acceptable. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas vu les promoteurs verser une larme comme d'habitude. Je ne sais pas, ça je vous laisse le dire. Non, mon cher Faisal. En ce qui concerne, par contre, ce que je peux dire, c'est que 2022 démarre très lentement. On a démarré avec une période où il y avait également des règles, des restrictions et le pic Omicron qui a fait que les showrooms étaient plutôt vides, la fréquentation des bureaux de vente était plutôt... et donc, on va dire janvier, février, c'est encore timide, mais les 2 derniers trimestres de 2021 étaient plutôt positifs. Là, on parle bien du neuf. Je parle bien du neuf, absolument, et je parle bien aussi bien de différents segments. C'est ce qu'on a pu observer. Je laisserai Maître donner son point de vue à ce sujet. Alors, on va bien faire la différence, bien entendu, entre le neuf et la deuxième main. Alors vous, Faisal, à votre niveau, dans votre étude notariale, est-ce que vous avez senti une reprise, surtout après l'ouverture des frontières ? Alors, pour reprendre, pendant toute cette durée de Covid, 2020 était une année blanche. Un rattrapage qu'il y a eu effectivement en 2021, surtout jusqu'en novembre 2021. L'été plus novembre 2021. Novembre 2021, fermeture des frontières, tout s'est encore arrêté. Alors, ce qui est surprenant, c'est que depuis le 7 février, qui est une date relative à l'ouverture des frontières, surtout à l'ouverture des vols, il y a une effervescence importante à tous les niveaux, que ce n'est pas une effervescence seulement des gens qui viennent de l'étranger, mais c'est une effervescence au niveau local. Nous recevons quotidiennement des dizaines d'appels téléphoniques pour des besoins d'information,
de projets à venir. Alors, il n'y a pas seulement des acquisitions. Ce qui s'est développé avec le Covid, c'est la transmission de patrimoine, c'est les donations, c'est le réaménagement des biens et de la restructuration. Et ça, bien entendu, les gens prêtent beaucoup d'importance à ce qui s'est passé et ce qui peut encore arriver. Donc, ils essayent actuellement de régler au plus vite tous ceux qui veulent vendre, acheter, donner, régler des affaires anciennes. Mais effectivement, depuis le 7 février, il y a une effervescence importante. Alors ça, on pointe du doigt quelque chose qui est important dans la commercialisation et dans le marché de l'immobilier, c'est la psychologie. Oui. Parce que là, on pourrait se dire, bon, l'ouverture des passé le 7 février. Oui, voilà, mais l'ouverture des frontières, on pourrait se dire que mécaniquement, allez, peut-être des MRE, des compatriotes à l'étranger qui rentrent pour faire une transaction. Ok, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi le marché intérieur. Et là aussi, il y a les gens au Maroc qui ont envie de racheter. C'est quoi? C'est une question de confiance. C'est un signal de fin de Covid, pratiquement. En fait, on va parler surtout du haut standing. Moyen standing et haut standing. On va différencier deux types de comportements. Nous avons le jeune couple qui a besoin d'un primo-accédant. Ils ont besoin d'acheter un logement. L'impact du psychologique ici va être marginal. Nous avons le couple qui a grandi, qui avait une maison moyenne et qui veut passer sur une villa. Là aussi, grâce au Covid, on a vu une accélération avec des gens qui voulaient sortir des villes, sortir des immeubles pour aller plutôt à Darbouzza, à Casa ou à Bouskoura pour habiter un peu plus. Mais c'est incroyable comme comportement parce qu'on pourrait se dire le contraire avec le Covid et la période d'incertitude qu'on a vécue. On aurait les gens n'ont pas envie de s'endetter. Le deuxième segment qui est très important, c'est l'investisseur qui veut investir en locatif. Lui, l'impact psychologique va être important. Il va attendre une période, il a de l'argent, qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il garde l'argent ou est-ce qu'il investit? Et puis, il y a ceux également, assez nombreux, qui ont fait de bonnes affaires pendant le Covid. Qui sont dans l'industrie, qui sont dans les produits alimentaires, qui ont fait de bonnes affaires et qui aujourd'hui ont de l'argent et qui veulent investir. La pierre reste quand même un refuge et une valeur certaine. Donc c'est pour ça juste là-dessus, est-ce que pendant le Covid, est-ce qu'il n'y en a pas qui en ont profité justement pour faire de bonnes affaires? Parce que bon, il y a certaines personnes qui, au lieu d'avoir du cash en économie, le placent dans la pierre. Et puis quand on place dans la pierre, c'est qu'à un moment donné, on a besoin de cash. Et on vend même à n'importe quel prix parce qu'on a besoin d'argent. Est-ce qu'il y a eu ce phénomène ou pas? Parce qu'on connaît notre marché. Il y a des gens qui ont du cash et qui ont joué au Monopoly pendant la crise. Je pense que l'investisseur qui va chercher à investir dans un cadre locatif n'est pas sujet à la fluctuation. Quand je vais investir pour du locatif, je fais mon petit calcul, j'achète un logement qui coûte X, combien ça me ramène? Si je suis à du 7%, 8%, 9%, c'est une bonne affaire. Et c'est pour ça que les gens qui font du locatif, ils n'achètent pas une maison à 20 millions de dirhams. Parce que là, le rendement est très faible. Par contre, ils vont aller petite surface, du 100 mètres carrés, du 50, du 70 mètres carrés, et je vais le louer et je vais avoir un 6-7%. Donc lui, même si son bien va rester libre 2-3 mois, s'il est bien situé, il est sûr de pouvoir relouer. Ce que vous dites ici, c'est peut-être, dans certains cas, quelqu'un qui a voulu prendre un risque sur un foncier très important et il achète et il y a un renversement de tendance et il se retrouve avec un grand terrain dont il n'a pas besoin. Et là, on peut assister à des... Mais globalement, je regardais les derniers chiffres de l'Agence nationale de la conservation foncière. On regardait les chiffres du 3e trimestre qui vient d'être publié. On observe qu'à Casa, il y a une augmentation sur le 3e trimestre 2021 par rapport à 2020, très forte de 80% d'augmentation de transactions. Bien entendu, à l'intérieur, il y a du neuf et de l'ancien. Et toute la discussion, et je pense que ça pourrait faire l'objet d'une émission spéciale avec nos amis de la conservation foncière, c'est de rentrer dans l'affinement de ces chiffres et pouvoir différencier qu'est-ce qui relève du neuf et qu'est-ce qui relève de l'ancien ou de la seconde main. Et des quartiers aussi. Et bien entendu, pouvoir avoir une géographique. Donc moi, je pense que je ne vois pas de crise au niveau de l'immobilier. Le prix du foncier continue d'augmenter. Aujourd'hui, essayez d'acheter un terrain en centre Casablanca. Alors peut-être, à part un ou deux quartiers type Anfa qui ont une correction, ailleurs, les projets d'anciennes villas destinées à des immeubles, les prix n'ont pas baissé, au contraire, ils continuent d'augmenter. Alors, mais c'est la question que je l'ai posée. Donc, les prix n'ont pas bougé?
ils se sont pas tassés pendant toute cette période-là? Alors là Très aussi, peu. là aussi, À un moment, oui, un petit peu, 10-15%, mais ils ont repris. Les prix sont les mêmes d'avant 2020. on va différencier entre le projet qui était en difficulté avant la crise, Ouais. parce que stock important, parce que mauvais choix en termes de typologie, en termes de taille d'appartement. Effectivement. Ce stock-là qui est ancien va souffrir davantage. Et donc si avant, le promoteur consentait une réduction de 10 ou 15% pour vendre, pendant Covid, c'est sûr qu'il a dû aller même au-delà. Mais un produit bien développé, avec la bonne... j'ai vu des projets que je connais bien pour les commercialiser, où on a augmenté le prix en 2021 par rapport à 2020, on a augmenté les prix. Pourquoi? Parce que la tendance était bonne, parce que la typologie était ce que le marché recherchait. Aujourd'hui, dès que vous dépassez la barre de 1,6 million, 1,7 million, 1,8 million, vous avez une difficulté à écouler votre stock. Quand vous êtes dans une tranche, là aussi je parle du haut standing, comprise entre 1,2 million et 1,6 million, 1,7 million, vous allez faire des transactions, je dirais la demande est là. Et quand le prix augmente, la chute peut être en exponentielle. Donc il faut si je adapter comprends son bien, produit. à la lumière de ce que vous dites, on a quand même une tranche de population qui est en capacité aujourd'hui, alors soit d'investir dans des logements comme ça, d'avoir accès au crédit dans une période aussi compliquée. Donc Oui. ça dénote quelque chose quand même de particulier sur ce marché, non? Donc c'est-à-dire que les prix vont jamais baisser finalement, ou en tout cas ils sont pas lissés. Même dans certains cas, Sur les bons produits, vous n'aurez pas de baisse. Sur les bons produits, le prix ne va pas baisser. Sur ça les baissera produits jamais difficiles- cette histoire, c'est pas possible. Non, mais Quoi je qu'il pense- arrive, on peut Non, passer mais- par toutes mais les crises possibles, même une crise sanitaire, ça le baissera point de jamais. vue d'un professionnel. Moi, j'ai aussi un point de vue d'un autre professionnel qui écoute aussi les gens, qui ne parle pas devant ni le conseiller, ni le promoteur. Aujourd'hui, les gens trouvent que le prix est très élevé. Et lorsqu'on revient à l'exemple qui est donné des petites surfaces, et c'est ce qui dérange un petit peu aujourd'hui à Casablanca, on trouve surtout des petites surfaces, des studios qui poussent partout comme des champignons. Et ce n'est pas de cette manière qu'une ville où des gens vont pouvoir se loger. Ça règle bien entendu pour des investisseurs qui veulent placer dans l'immobilier, qui veulent louer, effectivement, mais les prix restent quand même, et c'est un moyen un petit peu détourné pour avoir des prix élevés. Parce qu'on arrive à des 28 000 dirhams, des 27 000 dirhams pour des petites surfaces, des 30 mètres carrés, des 40 mètres carrés, c'est assez élevé et ça ne réglera pas le problème. Moi, je ne vois pas le côté développement ou le côté commercialisation. J'ai un autre souci. J'ai un autre souci que j'ai vécu il y a quelques jours à Marrakech, que j'ai vécu encore à Casablanca, que j'ai vécu récemment à Agadir, dans pratiquement toutes les villes du Maroc. Vous avez dit, tu as dit Faisal, est-ce que l'immobilier est en crise? Peut-être que l'immobilier immédiatement n'est pas en crise, mais il y a une crise de confiance qui est importante. Une crise de confiance qui commence à se développer de plus en plus, c'est la crise de la sécurité juridique de ces opérations qui se vendent, de l'acquisition. Dernièrement, dans certaines villes, obligatoirement, c'est un contrat de réservation sans aucune garantie légale, 30%, voire certaines villes, 50%, 10 à 15% tous les 6 mois, pour arriver à 90% versés et 10% au moment de la livraison. Je trouve que c'est quand même anormal que les autorités encore dans notre pays laissent des promoteurs commercialiser. Je ne dis pas que tous les promoteurs, il y a eu des dérapages, il y a eu des bons promoteurs qui se sont fait casser la figure, il peut toujours y avoir un risque. J'ai proposé à des jeunes de ma famille aux États-Unis, au Canada, des produits au Maroc. On me répond, ça a bien circulé, la fameuse affaire. L'information, on parle de Bob Davna. Voilà, ça a fait du mal. Ça a fait du mal, ça a circulé dans le monde entier. Des gens ont perdu beaucoup d'argent et ils ne veulent plus reverser pour attention, une livraison dans 2 ans et demi, dans 3 ans. Alors Jawed, la crise de confiance, est-ce qu'elle est là? Alors, il y a eu Bob Davna qui a été le gros boom. On avait déjà eu l'occasion d'en parler à plusieurs reprises, mais une affaire comme celle-ci, on pouvait s'y attendre parce que pendant des années, on en a parlé de la fameuse loi sur la VFA et de certains promoteurs, de certaines pratiques, etc. Est-ce qu'on la sent, cette crise de confiance, vous qui êtes dans le neuf, qui accompagnez aussi des promoteurs, est-ce qu'on la sent? Alors, ce qu'on va dire, c'est que ces crises-là ou ces problèmes ont réveillé un peu le consommateur. Exact. Qui, lui, devient aujourd'hui
très regardant sur le process. Ce qui n'est pas plus mal. Préoccupé. C'est très bien. Ouais. C'est très bien. Et donc, il pose des questions, il regarde, est-ce que le projet est bien avancé, et il négocie. Et ça, c'est une très bonne chose. Pour ma part, je recommande souvent aux promoteurs d'aller dans la loi sur la VFA. C'est une véritable usine à gaz. Paraît-il. Oui. C'est une véritable... On le vit. Le contrat fait 250 pages. Il faut bien entendu accomplir toutes les formalités d'usage, mais à chaque fois que le client doit verser une avance, on doit refaire le processus encore, acte notarié, légalisation des signatures. Donc c'est un process dans l'État qui est très très compliqué et on en a parlé, ça a fait l'objet même d'un webinaire dédié. Il y a nécessité, et j'espère que le gouvernement actuel, en tout cas on a une bonne ministre de l'Habitat qui maîtrise le sujet. À mon avis, la réforme de cette loi est essentielle. Bien entendu, il y a des incidents, mais quand le besoin est là et que le couple ou la famille a besoin d'acheter, ils vont acheter. Ouais. La VFA, l'absence de VFA n'est pas un vrai frein. Les gens font attention, mais les gens continuent de signer des actes sous seing privé. C'est vrai. Les projets et sont en général, les commercialisés. promoteurs sérieux vont exiger jusqu'à maximum 30 voire 40% avant la fin de la livraison. Donc quand vous êtes client, vous arrivez, vous voyez que le gros œuvre est quasiment bien avancé, on vous demande 15% d'avance, ça vous semble raisonnable, vous y allez. Maintenant, je pense que l'urgence, c'est d'aller dans le sens de l'allègement et de la simplification et de rendre cette loi beaucoup plus facile et plus comestible. Mais Sauf, au niveau pratique, je suis tout à fait d'accord. Mais on ne peut pas un citoyen qui verse une somme importante qui correspond, qu'il emprunte ou qu'il a économisé à toute une vie d'économie et n'a aucune garantie de ses avances, parce que ces avances sont versées à un professionnel, à un privé. Il n'y a aucune garantie, ni une garantie d'achèvement, ni une garantie de remboursement, il n'y a rien. Donc aujourd'hui, il est, à mon avis, urgent d'interdire aux promoteurs de percevoir les avances sans garantie. Et si on arrive à cette situation, regardez, j'ai cité tout à l'heure à Faisal l'exemple des prénotations. À une époque, au Maroc, il y avait énormément de prénotations abusives, beaucoup de prénotations, des saisies conservatoires. Il a fallu qu'une loi pénalise la prénotation abusive. Ça s'est arrêté net. Ça s'est arrêté net. La même chose en matière d'avance, il faut sécuriser ce citoyen pour le mettre à l'aise. Les gens ne dorment pas, les gens sont inquiets. Les gens, c'est vrai qu'il y a des promoteurs qui sont sérieux, mais il y a eu tellement de dérapages, il y a eu tellement d'incidents, on va appeler ça des incidents, qu'il est urgent de trouver. Le problème de la VFA, des signatures, des plans, tout ça c'est secondaire. Ça peut se régler en quelques minutes. Le problème le plus important, les assurances ne suivent pas. Pourquoi les assurances au Maroc? La loi a prévu depuis 2003 une assurance qui puisse remplacer pourquoi ces assurances juste pour revenir sur ce point de vue, juste pour revenir à l'esprit, et encore une fois, ça vient encore une fois à la notion de prix. Et dans les deux sens, c'était censé faciliter l'acquisition, faire baisser un peu le prix, quand même, et faciliter la vie aussi aux promoteurs qui permettaient de financer sans avoir à se faire financer par la banque l'ensemble d'un projet et là le coût de l'argent pour revenir. Bon bref, c'était un cercle vertueux. C'est une piste aujourd'hui, on en a beaucoup parlé nous pendant des années, on a l'impression que c'est la sourde oreille, il y a une réforme de la loi qui a quasiment rendu légitime toutes les choses qui étaient faites de manière illégale avant. Est-ce que ça c'est une piste qui permettrait moi, je vois les gens qui nous regardent, et c'est pour ça que j'insistais sur le fait qu'on verra jamais les prix baisser, et on se demande quand est-ce que les prix pourront baisser un jour dans notre pays. Est-ce que ça serait un levier qui pourrait faire baisser les prix de l'immobilier, qui sont considérés par beaucoup de gens comme étant, on va dire, déconnectés, même des prestations qui sont souvent données? Moi, je serais moins tranché. Aujourd'hui, on trouve à droite et à gauche des produits de très bonne facture, à du 15 000 dirhams, je suis dans l'Ostendie, à du 15 000 dirhams, 16 000 dirhams. Alors après, ça peut arriver dans certains quartiers à des prix qui vont avoisiner 25, 26, 20. J'ai pas trop de soucis. Maintenant, quand on décortique un business plan d'un promoteur, vous allez trouver qu'aujourd'hui, dans des projets urbains, parlons des projets urbains, que le foncier représente combien? 50%. C'est-à-dire que si moi je vais acheter un appartement,
je veux acheter un appartement. Alors, je prends, Ouais, désolé, Casa, parce qu'on tourne ici à Casa, mais c'est valable dans toutes les Casa, c'est particulier, mais allez, à 15 000 dirhams le mètre carré, il y a 7 500 dirhams qui correspondent à ma part de... Entre 7 000 et 7 500, c'est le prix de terrain. Votre petite quote-part du terrain. Et en plus, comme je suis en vertical, je le divise par le nombre d'étages, donc c'est dingue. Vous allez avoir sur le chiffre d'affaires global du projet, vous allez avoir autour de 45 à 50% qui est la charge foncière. Le foncier continue de coûter très cher au Maroc. Et comme en plus, on est tenu par un plan d'aménagement, il y a des zones qui sont à R+3. Des reculs. Donc ça veut dire que votre mètre carré, vous allez le diviser seulement par... Alors il y a le rez-de-chaussée, vous allez le diviser par 4 niveaux. Mais si je le divise par 8 niveaux, par exemple, du coup, j'ai réduit cette... Donc la première chose, et on peut faire le calcul très rapidement, vous allez avoir le terrain qui va valoir à peu près 50%, vous allez devoir construire. Ça va être facilement un 30%. D'accord? Donc on est déjà à 80%. Vous allez avoir un peu de frais financiers parce que vous allez emprunter chez la banque. Donc vous allez payer 2-3% de frais financiers. Puis il va falloir faire un peu de marketing. Éventuellement confier à un commercialisateur ce projet. Donc si vous arrivez à 20% pour ce type de projet, vous êtes très bon. 20% sur votre chiffre d'affaires. Donc si je fais 50 millions de dirhams chiffre d'affaires, il va rester au promoteur de l'ordre de 10 millions de dirhams. Sachant que lui-même, pour faire ce projet, il a dû investir peut-être 20 millions de dirhams ou 25 millions de dirhams. Donc, ça lui fait un retour sur investissement qui est raisonnable. Nous ne sommes plus dans les marges d'antan. Indécentes. Très importantes. Indécentes. Très importantes. Nous ne sommes plus, sauf si vous êtes dans des configurations différentes où vous allez pouvoir toucher un foncier pas cher. Mais pour avoir du foncier pas cher, il faut vous écarter du centre-ville. C'est là un peu la difficulté. Maintenant, Maître Mjloun a parlé d'un phénomène. Il est clair. Moi, en arrivant en France, quand j'ai été faire mes études, mais c'est le cas de Sim Mjloun également, et peut-être aussi fait ça, on ne comprenait pas comment les gens faisaient pour vivre dans des appartements de 60 mètres carrés. Exact. Il y a 30 ans, on se disait... On les voyait plus grands que nos 60 mètres. Ouais. Les 60 mètres en France, on les voyait. Parce qu'ils sont bien aménagés. C'est l'architecte. Non, mais parce qu'ils ont bien aménagé, oui. Et les gens vivaient dans... Nos architectes adorent les poteaux. Voilà, les poteaux dans les garages, on adore Non, ça. mais ça, c'est encore... Non, mais il y a de très bons architectes aussi, c'est un autre inquiétez sujet. pas. Alors, l'anecdote, en fait, c'est qu'un bon architecte, un bon bureau d'études commence d'abord par faire le plan du garage. Et puis on monte. Oui. Et pas l'inverse. Si vous fixez, vous avez... Voilà, mais bon. Et comme tu dis, ça s'améliore. Donc, Et la pente. Cette tendance d'aller vers des appartements plus petits est une tendance mondiale. Quand on va en Espagne passer ses vacances et que l'on loue 2 chambres à coucher ou 3 chambres à coucher, il ne fait pas 120 mètres carrés, ça n'existe pas. Donc c'est une tendance naturelle. Les centres-villes devenant de plus en plus chers, nous sommes obligés, pour pouvoir écouler votre stock, sinon vous vous retrouvez avec des appartements à 4-5 millions de dirhams. Est-ce que ce n'est pas un moyen détourné d'augmenter les prix? Non, je vous fais le calcul parce que on le fait tous les jours. On fait le prix on fait ce calcul-là. On achète le terrain, on va construire, on va payer un peu de frais, on va payer des architectes, on va faire tous les coûts. Bien sûr. Et après, on se retrouve et on se dit, tiens, pour pouvoir s'en sortir, il va falloir vendre à 22 000 dirhams. Parce qu'on est au centre-ville. C'est les prix. Alors 22 000 dirhams, si je fais un 200 mètres carrés, ça va me faire 4 millions de dirhams. Qui va m'acheter 4 millions? Pour ça, rien qu'un 100 mètres carrés, ça fait quand même 2 200 000 dirhams. Ouais. Et c'est les coûts. Et là, en ayant négocié tout au maximum, pourquoi? Parce que le foncier, c'est 50%. Parce que si je réduis le foncier de moitié, donc comment gérer cette augmentation des prix? C'est là où peut-être les quelques leviers, il y a les plans d'aménagement, il y a quelques artifices qui peuvent être faits. On parlait tout à l'heure du centre-ville. Les centres-villes, nous avons de très beaux centres-villes. Mais qui doivent être réhabilités. Mais après, il y a qui toute ont une besoin question d'apuration du foncier, comment on apure le foncier, de conservation. Il faut des incitations, beaucoup d'incitations à la. Mais on y arrivera parce que d'abord, on a de très beaux centres-villes. C'est une tendance également lourde observée dans toutes les grandes capitales et dans toutes les grandes métropoles. Et ça, c'est une friche, hein, c'est en tout cas une opportunité à saisir sur laquelle je suis sûr les autorités locales et nationales vont travailler pour pouvoir justement retaper ces beaux bâtiments
Et dans certains bâtiments, vous avez la moitié qui est vide. C'est des appartements, une fois retapés, qui peuvent recevoir du monde. Alors, dernière question extrêmement capitaliste, je vais vous la poser quand même. Est-ce que c'est le moment d'acheter ? C'est la question qu'on se pose tout le temps à l'immobilier. Pour ceux qui veulent acheter, ceux qui ont accès au crédit ou ceux qui ont du cash. Parce qu'on se pose tout le temps cette question. L'accès au crédit, Maître nous le dira. Ça pose pas de problème. Nous n'avons pas aujourd'hui, observé de baisse du volume des crédits distribués. Ni envers. Les banques adorent financer l'immobilier. Non, les banques adorent financer. Pas marche arrière avec le Covid. Non, les banques adorent financer. On est un pays jeune en croissance. On a une croissance démographique. Donc chaque année, on va avoir quelques dizaines de milliers, pour ne pas dire quelques centaines de milliers de couples qui se marient. Et c'est une demande et les gens ont besoin de logement. Donc ça, c'est naturel. N'oublions pas que grâce à l'effort fait par l'État, nous avons résorbé le déficit qui, il y a quelques années, s'élevait à 1 million de logements. Là, on est à 400 000, 450 000 d'après le... Voilà, une bonne moitié a été résorbée, donc il reste un déficit. Et là, on est plutôt dans du social. Par contre, on a une tendance naturelle, on a une classe moyenne qui n'existait pas il y a 20 ans, qui existe aujourd'hui. Est-ce qu'il y a beaucoup de stock ? Alors, je pose la question encore une fois, on a parlé, parce qu'on parle d'offres et de demandes là, à ce moment-là, les besoins, et on a souvent pointé du doigt dans toutes les politiques. Je me rappelle de la discussion avec Ibn Abdallah à l'époque où il y avait déjà eu les premières études sur les besoins et les déficits en logement. Toujours le même problème d'offres adaptées à certains types de populations. À une certaine époque, on avait soit le social, soit le super standing, et on oubliait cette espèce de... On ne sait même pas comment l'appeler, cette classe moyenne plus ou classe moyenne aisée. Il faut sortir de la ville. C'est plus le cas, mais il faut sortir. Allez-y. On ne peut plus aujourd'hui au centre-ville ou dans les quartiers des villes, c'est plutôt difficile d'avoir du moyen standing, puisque le prix du foncier reste quand même élevé. Et donc ça poussait des gens pour aller à Bouskoura, pour aller vers le moyen standing à Darboisa. Mais on a quand même remarqué à un moment que... On ne parle que de Casa, mais c'est le même phénomène aujourd'hui, peut-être un peu plus en retard, un peu plus retardé dans d'autres villes comme Agadir, Tanger, etc. Rabat, que je connais bien, puisque c'est ma ville natale, on a également observé la même chose. On va avoir des quartiers comme Temara, comme Srerat, où on va retrouver également du haut standing, mais beaucoup de moyen standing et du logement économique. Donc, c'est toujours la même problématique. Le foncier, d'abord, intramuros reste très faible, très limité, et puis cher. Donc, nécessairement, les villes s'étalent et on va retrouver à Salé, on va retrouver à Srerat, à Temara. Donc, c'est la même chose à Tanger. Donc, c'est un phénomène tout à fait naturel. Pour avoir une ville harmonieuse, il faut ouvrir des logements dans de bonnes conditions à l'ensemble de la frange, à l'ensemble des franges de la population. Et il faut aller vers de la mixité. Ça, c'est compliqué. Ça, c'est très compliqué. Alors, c'est des choix. Enlevons le côté social, philosophique, humain, ou très, on va dire, idéaliste d'avoir une mixité. On a une société qui est extrêmement divisée, on a des inégalités. Est-ce que ça a été le cas à Darboisa, on a essayé de mixer, mais ça a du mal à fonctionner. Est-ce que ça, on est encore dans cet état d'esprit pour les aménageurs, pour les nouveaux promoteurs, d'essayer de faire de la vraie mixité? C'est compliqué, même commercialement. Vous allez faire inviter des gens qui ont de grands moyens à des gens qui en ont moins. Est-ce que ça fonctionne? Au sein d'un même projet, c'est souvent compliqué. On peut avoir du moyen standing avec du social. Ce qui est important, c'est de pouvoir donner des espaces verts, des espaces de jeu, des espaces de sport à tout le monde. Et en quantité suffisante. Parce que si vous mettez les terrains de foot et les piscines que du côté des riches, c'est pas possible. Ça comme ça. Donc il faut que ce soit fait de manière... Ça se gère au niveau d'un plan d'aménagement et il faut qu'on force, et il faut qu'on aille dans cette direction. Le danger, c'est de pouvoir créer un mot un peu fort, des ghettos et une séparation et un clivage. Non, il ne faut pas. Il faut qu'il y ait un peu de tout. On est déjà parti là-dessus quand même. On est déjà dans cette logique. Il faut justement essayer de la comprendre aujourd'hui parce que c'est ce qui se passe. On va se retrouver avec des compounds comme il y a en Afrique du Sud où on en voit bien à Casablanca avec des grands espaces de haut standing à côté de bidonvilles avec des barbelés. Ce qui se passe à Darboisa et dans la région est pas trop mal. Il y a une zone à forte vocation sociale. Pas très loin, il y a la plage, avec plutôt du haut standing et du moyen standing. Bon, il faut que l'ensemble puisse vivre correctement. Et là, c'est le rôle également du sport, c'est le rôle de la culture, c'est le rôle de l'éducation. On construit une ville. Quelqu'un me disait... Tu t'y connais en sport? Un petit peu. Okay. Quelqu'un me disait que
réussir la ville, c'est une cellule vivante. Donc si elle manque d'eau, ou elle manque de glucose, ou elle manque de calcium, elle ne grandira pas de manière homogène et de manière saine. Si dans notre ville, nous mettons l'ensemble des ingrédients, à savoir le logement, bien entendu, mais également l'emploi, la santé, la culture, le sport, l'éducation, vous allez avoir une ville qui va se développer de manière... Alors vraiment, dernière question, je pose la question, est-ce que c'est le moment de vendre et d'acheter en ce moment? Parce que pendant la crise, on disait non, c'est pas le moment, il faut attendre, etc. Je reconnais. Et finalement, c'est toujours le moment, puisque les prix ne changent pas. Exactement ça. Un avantage énorme qui a été consenti par l'administration fiscale pendant la période du Covid, c'est un petit peu le blocage du référentiel de l'immobilier. Donc pendant le Covid, c'était pas tout à fait le référentiel n'a pas été appliqué. Il est encore bloqué. Suite à nos webinaires, mon cher. Tant que nous sommes en état d'urgence, et puis il faut une nouvelle note qui va, parce que c'était jusqu'à nouvel ordre, mais je reconnais et je les remercie, et grâce à eux et à cette décision sereine qui a été prise, l'immobilier a pu continuer. Beaucoup de gens qui ne voulaient pas vendre ont été encouragés à vendre parce qu'il n'y a pas eu de redressement. Il n'y a pas eu de redressement pendant la période Covid. Il n'y a pas eu de redressement pendant la période. Il n'y a pas eu de redressement, bien sûr. Et donc là, si le référentiel est encore une fois appliqué, ça risque de bloquer. Sauf cas de flagrance, c'est-à-dire un bien immobilier où il y a une exagération énorme, bien sûr, il va y avoir. Mais dans des opérations normales, il a fallu que le marché fonctionne. Ça a très bien fonctionné. En 2021, en 2020, fin 2020, il y a eu des opérations importantes. Toute l'année 2021, il y a eu énormément d'opérations. Nous étions très étonnés par les chiffres de l'administration fiscale, de la conservation foncière. Et lorsque je vois aussi une des raisons principales, il y a eu très peu de baisse, c'est notamment l'incitation par l'administration qui a fermé un petit peu les yeux sur les redressements. Et puis, il y a eu également l'incitation, la réduction des droits de mutation, d'enregistrement bien et sûr. de conservation foncière, qui ont été réduits de 50% pendant une certaine période. Ça a permis jusqu'en juin 2021, ça a beaucoup aidé. Mais qui avait bien augmenté avant. Il fallait les prolonger peut-être, ça aurait été une bonne idée, mais c'était déjà suffisant. Il y a eu aussi l'annulation de tout ce qui était pénalité, amende, ça a beaucoup aussi aidé. Parce que, vous savez, c'est des démarches qui rassurent le citoyen. Un citoyen qui se trouve plombé dans son patrimoine par 40% de pénalités, d'amendes et frais de poursuite et autres, se retrouve... Il va pas apurer pour pouvoir le vendre. Voilà, il va l'apurer, il va se rendre compte que psychologiquement aussi le montant était élevé, il a diminué. C'est un petit peu une sorte de marketing et ça l'a encouragé à vendre et à faire de nouvelles opérations. Bien. Donc pour moi, c'est le moment d'acheter. Ok. Quand on a un vrai besoin... tu diras jamais le contraire. Non, c'est pour ça, je précise. On a un vrai besoin, il faut acheter. Il y a de bons produits qui se développent. Mais tout en ayant la sécurité juridique. Alors, autre chose, on est bien d'accord. Le bon indicateur. C'est le moment de négocier aussi. Ouais, le bon indicateur, c'est que quand on voit qu'un promoteur a fini sa tranche 1 ou a fini son premier projet et il démarre le deuxième, c'est une marque de confiance. Ça veut dire qu'il n'y a pas crise. Ça veut dire qu'il n'y a pas. Bien, merci messieurs, merci Faisal, merci Jawed pour tous ces éclaircissements sur l'immobilier. On reviendra bien évidemment sur le secteur de l'immobilier qui est un secteur qui nous intéresse tous. Je vous dis à très vite dans un prochain numéro de Parole d'experts avec H24.